pendant 5 week-ends, mon frère m'a traité comme sa gardienne d'enfant personnelle. Au moment où j'ai dit, tes enfants ne sont pas ma responsabilité, il a perdu le contrôle. Sale gosse égoïste, a-t-il crié, puis il a mêlé nos parents à cela. 30 minutes plus tard, mes parents étaient sur mon Porsche, et les policiers aussi. Je m'appelle Claire Morgan. J'ai 33 ans. Et jusqu'à ce vendredi soir, je croyais sincèrement qu'être la personne fiable de ma famille était une bonne chose. Puis je me suis retrouvé à l'intérieur de ma maison de ville dans la banlieue de Portland, regardant par le Judas pendant que mon téléphone vibrait si fort contre le comptoir de la cuisine qu'il a failli tomber. J'avais une date limite pour un client ouverte sur mon ordinateur portable, du café froid à côté, et il me restait 2 heures pour terminer un travail que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mais devant ma porte d'entrée, quelqu'un sonnait à ma porte comme si ma maison était une zone de dépôt public. 5 week-ends d'affilée, j'avais réorganisé ma vie pour 2 enfants que j'aimais. J'avais préparé des collations pour le football, fait des courses chez Target, regardé des dessins animés, lavé de minuscules pyjamas, et souri chaque fois qu'on me disait « juste pour cette fois ». Mais la 6e fois, quand on m'a dit de les prendre à nouveau pour que quelqu'un d'autre puisse disparaître pour un voyage d'un week-end dans un chalet, quelque chose en moi a finalement cessé de plier. J'ai répondu à l'appel et j'ai dit les mots que j'aurais dû dire des semaines plus tôt. Tes enfants ne sont pas ma responsabilité. Le silence à l'autre bout a duré peut-être 3 secondes. Puis vint l'explosion. Sale gosse égoïste. Après tout ce que je traverse, voilà qui tu es. Avant que je ne puisse répondre, l'appel s'est terminé. 30 minutes plus tard, des phares ont balayé mon Porsche. Mes parents étaient déjà dehors, me regardant comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Et derrière eux, 2 agents de police sont sortis d'une voiture de patrouille. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après que ces agents ont frappé à ma porte, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait là-bas. Je veux savoir jusqu'où cette histoire peut voyager. Parce qu'à la fin, la personne qui a essayé de monter toute ma famille contre moi a perdu la seule chose qu'il pensait toujours avoir. La partie que tout le monde dans ma famille a continué à faire semblant de ne pas comprendre était que je n'étais pas en colère au début. J'ai commencé par être serviable. 5 week-ends plus tôt, quand mon frère m'a appelé pour la première fois, je pliais du linge dans mon salon et je regardais à moitié une émission de rénovation de maison dont je me souciais à peine. Sa voix semblait fatiguée, et pour une fois, il n'a pas commencé par une blague ou une plainte. Il a dit que la séparation devenait compliquée, que les enfants étaient confus, et qu'il avait juste besoin d'un week-end pour se remettre les idées en place. Un week-end. Je me souviens de le lui avoir répété parce que je voulais en être sûr. Il a promis que ce ne serait qu'un seul. J'aime ses enfants. Noah avait 8 ans, débordant d'énergie pour le football et de faits aléatoires sur les dinosaures. Sophie avait 6 ans, douce, dramatique, et portant toujours un carnet d'autocollants tout en demandant si Target avait toujours ses minuscules cake pop roses. Ils n'ont jamais été le problème. Donc, ce premier vendredi, quand il s'est arrêté avec 2 sacs à dos, 2 rehausseurs, et un sourire fatigué, je me suis dit que c'était ce que faisait la famille. J'ai commandé une pizza, construit un fort en couverture, je les ai emmenés au parc, et j'ai lavé des vêtements qui n'étaient pas les miens parce que quelqu'un avait oublié d'emporter assez de chaussettes. Quand il est venu les chercher dimanche soir, il m'a remercié rapidement et a dit qu'il m'en devait une. Je l'ai cru. Le 2e week-end est arrivé avec moins de demandes et plus de présomptions. Il a envoyé un message texte jeudi soir. Peux-tu les prendre à nouveau? Cela a été une semaine brutale. J'avais déjà des projets de brunch et un cours de yoga prépayé, mais j'ai imaginé Noah et Sophie coincés entre 2 parents stressés, et j'ai cédé. Ce week-end-là, il est arrivé en retard, a oublié le pyjama de Sophie, et m'a tendu un paquet à moitié vide de collations aux fruits comme s'il avait contribué à quelque chose d'énorme. J'ai quand même fait en sorte que cela fonctionne. Le 3e week-end, il n'a pas demandé. Il l'a annoncé, les déposant vendredi vers 6 heures. J'avais un appel avec un client, alors j'ai demandé pour 7h30. Il est arrivé à 5h45. J'ai pris l'appel avec Sophie qui coloriait à côté de moi et Noah qui chuchotait toutes les quelques minutes pour avoir plus de bretzel. Le 4e week-end, il a oublié que Noah avait un entraînement de football. Je l'ai appris par un autre parent dans le groupe de discussion de l'équipe, j'ai traversé la ville en voiture, j'ai acheté des protège-tibias chez Target, et je me suis assise sur des gradins froids en applaudissant comme si je n'étais pas épuisé. Plus tard dans la soirée,
il a fait une publication depuis un bar à bières artisanales avec la légende « Je reprends enfin ma vie en main ». J'ai regardé cette publication pendant que Sophie dormait contre mon épaule et j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Le 5e week-end a été le moment où j'ai réalisé qu'il ne voyait plus mon oui comme de la gentillesse. Il le voyait comme un système. Il est arrivé avec les enfants qui tenaient déjà des Happy Meal, m'a tendu leur sac, et a dit qu'il viendrait les chercher dimanche, peut-être après le dîner, peut-être. Ce mot m'a tout dit. Mon temps était devenu flexible. Ma maison était devenue disponible. Mes week-ends étaient devenus sa voie d'évasion. Et chaque fois que j'avais l'air fatigué, mes parents me rappelaient que je vivais seul, que je travaillais à domicile, et que je n'avais pas d'enfant. Comme si cela signifiait que ma vie avait des espaces vides qu'il avait le droit de remplir. À la fin de ce 5e dimanche, ma maison de ville ressemblait à une garderie après une minuscule tornade, des biscuits Goldfish dans le canapé, des crampons près de la porte, des empreintes collantes sur la housse de mon ordinateur portable. Et 2 enfants adorables endormis dans la chambre d'amis pendant que je terminais le travail d'un client à minuit. Je les aimais, mais l'amour n'effaçait pas l'épuisement. L'amour ne payait pas mes factures. L'amour ne rendait pas acceptable le fait que leur père disparaisse chaque week-end et appelle cela de la guérison. Quand il est venu les chercher et a dit d'un ton désinvolte, la même heure la semaine prochaine pourrait fonctionner. Je n'ai donné qu'un rire fatigué. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai juste fermé la porte, j'ai appuyé mon front contre elle, et je me suis demandé quand aider s'était transformé en être utilisé. Cette nuit-là, je me suis promis que s'il demandait à nouveau, comme si ma réponse n'avait pas d'importance, je dirais enfin la vérité. Le 6e vendredi a mal commencé avant même que mon frère n'appelle. Je me suis réveillé avec 3 courriels urgents de clients, une présentation pour laquelle je n'étais pas prête, et un lave-vaisselle qui fuyait sur le sol de la cuisine. À midi, je fonctionnais au café et à l'obstination. À 4 heures, j'étais à ma table à manger avec mon ordinateur portable ouvert, mes écouteurs sur les oreilles, et un rapport de recherche utilisateur à remettre pour 7 heures. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais c'était le mien. Il payait mon hypothèque et me donnait le contrôle sur la vie que j'avais reconstruite après une rupture qui m'avait pris plus que je n'aimais l'admettre. Puis mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai presque ignoré parce qu'une partie de moi le savait déjà. J'ai répondu à la dernière seconde. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a dit, j'ai besoin que tu prennes les enfants ce soir. J'ai un truc dans un chalet avec les gars. C'est seulement jusqu'à dimanche. J'ai fermé les yeux. Un truc dans un chalet, pas une urgence, pas du travail, pas des documents du tribunal, juste un truc dans un chalet. J'ai demandé si Jenna était au courant. Il s'est agacé et a dit que ce n'était pas la question. Puis il a ajouté, j'ai déjà dit à Noah et Sophie qu'ils auraient probablement une soirée cinéma chez Tante Claire, alors ne rends pas les choses bizarres. Cela m'a frappé plus durement que la demande. Il avait utilisé mon nom avant que je n'ai accepté. Il avait mis la promesse dans la tête de ses enfants, donc mon nom les blesserait aussi. J'ai regardé mon ordinateur portable, ma date limite, mon café froid, et la vie que personne dans ma famille ne semblait considérer comme réelle parce qu'elle n'impliquait pas un monospace et des déjeuners scolaires. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, non. Il a ri une fois, d'un rire sec et incrédule. Comment ça, non? Je veux dire, non. Je ne peux pas les garder ce week-end. Tu as besoin d'un autre plan. Sa voix a changé. Le faux ton désinvolte a disparu. Claire, ne commence pas avec ça. Je ne commence rien. J'ai aidé pendant 5 week-ends. J'aime Noah et Sophie, mais tes enfants ne sont pas ma responsabilité. Pendant quelques secondes, il n'a rien dit. J'ai pensé qu'il m'avait peut-être enfin entendu. Puis il a explosé. Sale gosse égoïste. Il a dit que je n'avais aucune idée de ce qu'était le vrai stress. Il a dit que je restais assise à la maison à cliquer sur un ordinateur portable. Il a dit que je n'avais pas de famille à moi, donc la moindre des choses que je pouvais faire était de soutenir la sienne. J'ai serré le téléphone, non pas parce que je voulais crier, mais parce que je refusais de pleurer. Je lui ai dit d'arrêter de me parler de cette façon. Il a dit que je devais arrêter d'agir comme si j'étais trop bien pour aider, puis il a raccroché. Le groupe de discussion de la famille s'est activé quelques minutes plus tard. Son message y était déjà. Claire s'est désistée à la dernière minute après avoir promis de prendre les enfants.
Je ne sais pas ce que je suis censé faire maintenant. J'avais le visage en feu. Je n'avais pas promis. J'avais clairement dit non. J'ai fait une capture d'écran du journal des appels et j'ai tapé. Je n'ai jamais accepté de les garder ce week-end. J'ai dit non clairement. Il a répondu, tu déformes cela parce que tu sais que tu as tort. Ma mère a écrit, Claire, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles pour ton frère. Mon père a ajouté, nous sommes tous de la famille. Parfois, nous faisons des sacrifices. J'ai mis la discussion en sourdine et j'ai essayé de retourner à mon rapport. J'avais à peine terminé un paragraphe quand la sonnette a retenti. Une fois, 2 fois, 3 fois. À travers la fenêtre d'en face, j'ai vu son véhicule dans mon allée et 2 petites silhouettes sur le siège arrière. Mon estomac s'est noué. Il était venu quand même. Je n'ai pas ouvert la porte. Je l'ai appelé à la place. Il a répondu depuis mon Porsche, assez près pour que je puisse entendre sa voix à travers le téléphone et la porte. Ouvre. J'ai dit, non, tu ne peux pas les amener ici. Il a baissé la voix. Ne m'embarrasse pas devant mes enfants. Alors n'utilise pas tes enfants pour me forcer à dire oui. Il s'est appuyé sur la sonnette à nouveau. Derrière lui, Sophie a demandé s'ils allaient toujours avoir leur soirée cinéma. Cela m'a presque brisé. Il s'était assuré que ma limite blesserait les enfants avant de le blesser lui. Je lui ai dit de les ramener à la maison. Il a dit, très bien. Si tu veux agir comme ça, je vais appeler maman et papa. J'ai dit, appelle qui tu veux, mais je n'ouvre pas la porte pour une embuscade. Il s'est tu. J'ai pensé que c'était fini. Puis je l'ai entendu marmonner quelque chose avant que l'appel ne soit coupé. 30 minutes plus tard, mon Porsche s'est rempli de phares, de parents en colère, et de 2 agents en uniforme à qui on avait raconté une version de l'histoire qui me faisait passer pour le danger. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère se tenait au plus près de la lumière du Porsche avec les bras croisés et son opinion déjà faite. Mon père se tenait derrière elle, silencieux de cette façon qui ressemblait toujours à un jugement. Derrière eux, 2 agents de police attendaient près de l'allée, polis mais alertes. Mon frère se tenait près de son véhicule, une main sur la porte arrière ouverte, agissant comme un parent épuisé au lieu de la personne qui avait créé la scène. Noah et Sophie étaient encore dans leur rehausseur, les yeux écarquillés et confus. Les voir m'a stabilisé. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne rendrai pas cela plus bruyant pour eux. Ma mère a parlé en premier. Claire, qu'est-ce que tu fais bon sang ? J'ai dit, je me tiens dans ma propre embrasure de porte. Elle a tressailli comme si mon calme l'offensait. Ton frère a dit que tu avais accepté de prendre les enfants et que tu as ensuite refusé de les laisser entrer. Comprends-tu à quoi cela ressemble ? J'ai regardé les agents et j'ai dit, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'agent a expliqué qu'ils avaient reçu une demande de vérification de bien-être concernant 2 enfants qui auraient pu être laissés sans soins sécuritaires après le désistement d'un membre de la famille. Ces mots étaient prudents, mais la honte a quand même grimpé le long de mon cou. La lumière du Porsche d'un voisin s'est allumée. Un rideau a bougé à côté. C'était exactement ce que mon frère voulait. De la pression, de l'embarras, une scène assez grande pour me faire capituler. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai montré à l'agente l'heure de l'appel, son message disant qu'il avait besoin de moi, et ma réponse claire indiquant que je ne pouvais pas garder les enfants. Il n'y avait aucun accord, aucune promesse, aucun plan. L'agent masculin s'est dirigé vers mon frère et a demandé, « Monsieur, votre sœur a-t-elle accepté de prendre les enfants ce soir avant que vous ne conduisiez jusqu'ici ?» Mon frère a hésité. C'était une minuscule pause, mais tout le monde l'a entendu. Il a dit, « Elle les prend toujours. » Ce n'était pas une réponse. L'agent a demandé à nouveau, « A-t-elle accepté ce soir ?» La mâchoire de mon frère s'est crispée. Elle savait que j'avais besoin d'aide. Ma mère est intervenue en disant qu'il était débordé et que je rendais tout plus difficile. L'agente a doucement levé la main et a dit, « Madame, nous essayons seulement de comprendre s'il y avait un accord de garde d'enfants. » Mon père a regardé le sol pour la première fois de la soirée. Il avait l'air mal à l'aise au lieu d'être en colère. J'ai gardé une voix égale. J'aime ces enfants. Je les ai gardés 5 week-ends d'affilée, mais j'ai dit non avant qu'ils ne les amènent ici. Ils sont avec leur père en ce moment. Ils ne sont pas abandonnés. Ils ne sont pas en danger à cause de moi. L'agente a hoché la tête et a pris des notes. Puis elle a demandé à mon frère s'il avait un autre plan.
Il a marmonné qu'il trouverait une solution. Ma mère voulait argumenter, mais les agents ont changé les règles. La culpabilité fonctionnait dans les salons, les dîners de vacances, et les discussions de groupe. Elle ne fonctionnait pas aussi bien quand quelqu'un en uniforme demandait des faits. Les agents n'ont arrêté personne et n'ont pas fait de grands discours dramatiques. Ils nous ont simplement dit que la garde des enfants devait être claire et convenue, surtout lors d'une séparation, et que signaler un problème de bien-être lors d'une dispute familiale était grave. L'agent masculin m'a regardé et a dit « Gardez vos communications par écrit si cela continue ». Cette phrase a résonné comme un avertissement. Si cela continue, non pas parce qu'il pensait que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce qu'il pouvait voir que cela n'était peut-être pas terminé. Après leur départ, mon frère a claqué la porte de son véhicule assez fort pour faire sursauter Sophie. Ma mère a chuchoté mon nom comme si j'avais embarrassé la famille. J'ai presque ri. Il avait amené la police sur mon Porsche parce que je refusais de faire du gardiennage gratuit, d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours l'embarras. Mon père a finalement dit, peut-être que tout le monde devrait rentrer à la maison. Mon frère m'a lancé un dernier regard avant de partir. Le genre de regard qui promettait qu'il n'avait pas terminé. Mes parents se sont attardés. Ma mère a dit, tu aurais pu éviter tout cela en aidant simplement. J'ai dit, non, il aurait pu éviter tout cela en s'occupant de ses propres enfants ce soir. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'elle ne me reconnaissait pas. La version de moi qu'elle connaissait s'adoucissait toujours en premier, s'excusait toujours, acceptait toujours d'être l'enfant facile pour que le difficile puisse rester difficile. Cette version s'est fissurée sous la lumière du Porsche pendant que deux agents notaient la vérité. Quand mes parents sont finalement partis, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je me suis appuyée contre elle, tremblante. J'étais embarrassée. J'étais furieuse. Mais en dessous de tout cela, il y avait du soulagement. Pour une fois, j'avais dit non, et le monde ne s'était pas terminé. Cela avait seulement révélé qui dépendait de mon silence. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 37 messages non lus. Certains provenaient de la discussion de groupe de la famille. D'autres étaient des messages textes privés de parents qui avaient clairement reçu la version de mon frère avant le lever du soleil. Ma tante a écrit, « Je sais que tu es indépendante, ma chérie, mais les enfants devraient passer en premier. » Un cousin a envoyé, « Je ne prends pas parti, mais ton frère subit beaucoup de pression. » Cela signifiait toujours qu'il prenait parti, juste poliment. Ma mère a envoyé 3 longs messages tournant autour de la même idée. J'avais blessé mon frère. J'avais effrayé les enfants. J'avais donné une mauvaise image de la famille devant les voisins. Pas une seule personne n'a demandé si j'allais bien après avoir eu la police appelée chez moi. Pas une seule personne n'a demandé pourquoi il avait menti. J'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai fait ce que l'agent avait conseillé. J'ai commencé à tout sauvegarder. Capture d'écran, journaux d'appel, messages vocaux, date, heure. J'ai créé un dossier nommé limite garde d'enfant parce que l'appeler par son nom m'aidait à respirer. Je ne préparais pas une vengeance. Je montais un dossier. Vers midi, Jenna, l'épouse séparée de mon frère, m'a envoyé un message. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis la séparation parce que ma famille l'avait silencieusement traitée comme l'étrangère qui compliquait les choses. Son message était simple. Puis-je te demander quelque chose honnêtement? Travis a-t-il laissé les enfants avec toi pendant ces week-ends? J'ai regardé le message, puis j'ai répondu, oui, 5 week-ends d'affilée. Il a encore essayé la nuit dernière, et quand j'ai dit non, il a appelé la police. La bulle de saisie est apparue et a disparu plusieurs fois. Mon estomac s'est noué. Je l'ai appelée. Sa voix était tendue. Elle m'a dit que leur calendrier parental temporaire lui donnait des week-ends spécifiques avec Noah et Sophie. Il s'était plaint de vouloir plus de temps, plus de respect, plus de reconnaissance en tant que père impliqué. Elle croyait qu'il luttait mais qu'il essayait. Pendant ce temps, il les déposait à ma maison de ville et utilisait son temps libre pour jouer au golf, boire avec des amis, aller dans des chalets, et prétendre en ligne qu'il reconstruisait sa vie. Je lui ai envoyé ma chronologie, non pas comme une arme, mais parce qu'elle avait le droit de savoir où ses enfants avaient été. J'ai inclus les reçus de Target, les messages pour l'entraînement de football, le journal des appels du vendredi, et la discussion de groupe où il m'accusait de m'être désisté. Jenna s'est tue. Quand elle a repris la parole, sa voix semblait plus froide.
Cela explique pourquoi les enfants n'arrêtaient pas de mentionner tes soirées cinéma. Je pensais qu'il voulait dire que tu étais passé les voir. Ce soir-là, mon frère a publié sur Facebook, aucun nom, juste l'une de ces performances vagues que les gens utilisent quand ils veulent de la sympathie sans responsabilité. C'est drôle de voir comment la famille disparaît quand on a le plus besoin d'elle. J'ai vu des visages tristes et des commentaires de soutien. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai pensé aux agents sur mon Porsche et à Jenna apprenant la vérité par moi au lieu de lui. Dans la discussion de groupe de la famille, j'ai publié une capture d'écran. C'était son message disant qu'il avait besoin que je prenne les enfants parce qu'il avait un truc dans un chalet avec les gars. En dessous, j'ai écrit, j'ai dit non avant qu'ils ne conduisent jusqu'à chez moi. S'il vous plaît, arrêtez de répéter que j'ai abandonné des enfants que je n'ai jamais accepté de garder. La discussion est restée silencieuse assez longtemps pour avoir l'impression que toute la famille avait inspiré en même temps. Ma mère a écrit, Claire, cela ne devrait pas être traité publiquement. J'ai répondu, alors il n'aurait pas dû rendre cela public en appelant la police sur mon Porsche et en mentant à la famille. Mon père a appelé 10 minutes plus tard. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Quand j'ai répondu, il avait l'air fatigué. Il a demandé si tout cela était vrai. J'ai dit oui. Il a demandé si Jenna le savait. J'ai dit qu'elle le savait maintenant. Il ne s'est pas excusé, mais il n'a pas défendu mon frère non plus. Cela comptait plus que je ne voulais l'admettre. Au cours de la semaine suivante, les choses ont commencé à changer de manière modeste et satisfaisante. Jenna a insisté pour que toutes les communications parentales passent par une application de coparentalité. S'il avait besoin d'aide, il devait la demander par écrit et obtenir un accord écrit. Mes parents ont proposé de prendre les enfants un samedi, et le dimanche soir, ma mère m'a envoyé un message texte, ils sont merveilleux, mais nous sommes épuisés. J'ai regardé ce message avant de rire aux éclats. Épuisé après un seul week-end. Imaginez cela. L'horaire de travail de mon frère a également commencé à s'effondrer. Il était un agent de prêt hypothécaire qui avait construit son image sur le fait d'être disponible, charmant, et toujours prêt à rencontrer des clients. Sans moi comme plan de secours gratuit, il a manqué une réunion le samedi et a annulé une sortie de golf avec un partenaire de référence. Son directeur n'a apparemment pas aimé entendre que sa situation familiale continuait d'interférer avec des rendez-vous qu'il avait personnellement planifiés. Rien de tout cela ne ressemblait à une vengeance sauvage. C'était mieux. Cela ressemblait à des conséquences naturelles. Au moment où je me suis écarté, le poids qu'il m'avait jeté dessus est retombé là où il devait être. Le barbecue familial a eu lieu 2 dimanches plus tard, et je n'y suis presque pas allé. Ma mère a appelé cela une chance pour tout le monde de repartir à zéro, ce qui dans notre famille signifiait généralement que la personne la plus bruyante agissait comme si elle avait été lésée jusqu'à ce que la personne la plus silencieuse s'excuse. Je lui ai dit que je viendrais pendant 1 heure. Elle n'a pas aimé la limite de temps, mais elle l'a accepté parce qu'elle savait que la culpabilité ne fonctionnait plus. Quand je suis arrivé dans l'arrière-cour de mes parents à Tigard, tout semblait douloureusement normal. Des chaises pliantes dans l'herbe, des hot dogs sur le grill, une glacière pleine de soda et de bière, des enfants courant à travers l'arroseur, ma mère s'agitant autour des assiettes en carton comme si la salade de pommes de terre pouvait réparer une dynamique familiale. Noah a couru pour me serrer dans ses bras en premier, criant « Tante Claire », comme si rien de mal ne s'était passé, et Sophie a suivi avec des mains collantes et un sourire aux glaces à l'eau violette. Je les ai serrés tous les deux fort dans mes bras. Ils étaient la raison pour laquelle j'avais essayé pendant si longtemps. Et aussi la raison pour laquelle je ne pouvais pas continuer à laisser leur père transformer chaque adulte autour d'eux en bouclier. Mon frère se tenait près du grill, riant trop fort avec 2 cousins. Il portait des lunettes de soleil à l'ombre et ne m'a pas regardé jusqu'à ce que d'autres personnes nous regardent. Puis il m'a fait un sourire crispé et a dit « Eh bien, regardez qui a décidé de se pointer pour la famille. » La cour est devenue plus silencieuse qu'elle n'aurait dû l'être. J'ai posé mon sac à main sur une chaise et j'ai dit que je serais ici pendant 1 heure. Ne la gaspillons pas. Son sourire est tombé. Ma mère a chuchoté son nom, mais il l'a ignoré. Non, peut-être devrions-nous en parler puisque tout le monde a entendu la version de Claire. J'ai regardé autour de moi. Mon père se tenait près de la glacière, déjà mal à l'aise. Jenna était près de la table de pique-nique en train d'aider Sophie à ouvrir une boîte de jus. Je ne savais pas qu'elle serait là. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a fait un petit signe de tête qui ressemblait à une permission d'arrêter de protéger le mensonge.
Mon frère a levé les mains comme s'il s'adressait à un jury. Tout ce que j'ai demandé, c'était de l'aide pendant la période la plus difficile de ma vie, un week-end par-ci par-là. Et d'une manière ou d'une autre. Je suis le méchant parce que ma sœur ne peut pas prendre la peine d'aimer son propre neveu et sa propre nièce. Cette réplique a fait déborder le vase. Non pas parce que c'était celle qui blessait le plus, mais parce qu'elle était tellement pratiquée, tellement conçue pour me faire défendre mon cœur au lieu de ses actions. J'ai sorti mon téléphone. Ma mère a dit, « Claire, s'il te plaît. » J'ai dit, « Non, nous ne faisons plus cela avec des sous-entendus et de la culpabilité. S'il veut parler devant tout le monde, nous pouvons utiliser des faits. » J'ai ouvert la chronologie et j'ai lu calmement. Mon cousin Marc l'a regardé et a demandé, « Est-ce que c'est vrai ?» Mon frère a craqué. Elle omet le contexte. Jenna a parlé à ce moment-là. Sa voix était calme, mais elle a traversé la cour. Quel contexte? Que tu m'as dit que tu passais tes week-ends avec eux. Tout le monde s'est tourné vers elle. Le visage de mon frère a changé. Pas de la culpabilité exactement. L'exposition. Jenna a continué. Je pensais que les enfants étaient avec leur père. Je pensais qu'il apprenait à gérer son temps parental. Je ne savais pas que Claire faisait ses week-ends à sa place. Ma mère a mis une main sur sa poitrine. Travis, est-ce que c'est vrai? Il a pointé Jenna du doigt. N'agis pas comme si tu étais innocente là-dedans. Elle n'a pas tressailli. Je ne suis pas celle qui a dit à un médiateur que j'avais besoin de plus de temps parental et qu'il a ensuite sous-traité à ta sœur. Le mot médiateur a changé la température dans la cour. Ce n'était plus des ragots. C'était de la paperasse, de la garde, et de la responsabilité. Mon père s'est finalement avancé. Fils, réponds à la question. Claire a-t-elle accepté de prendre les enfants ce vendredi-là? Mon frère a cherché l'ancien schéma, celui où ma mère l'interrompait, mon père s'adoucissait, et je devenais assez fatigué pour m'excuser. Personne ne l'a secouru assez vite. Il a dit, elle a toujours aidé avant. La voix de mon père est devenue plus ferme. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. A-t-elle accepté? Mon frère a jeté ses lunettes de soleil sur la table. Le silence qui a suivi a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu dans cette arrière-cour. Noah et Sophie poursuivaient des bulles à proximité, heureusement inconscients du nombre d'adultes qui les avaient laissés tomber. Marc a marmonné, alors pourquoi as-tu laissé tout le monde penser qu'elle les avait abandonnés? Mon frère a dit, parce qu'elle m'a embarrassé. C'était là. La vérité, laide et simple. Non pas parce que les enfants n'étaient pas en sécurité. Non pas parce qu'ils n'avaient pas d'option. Parce que je l'avais embarrassé en disant non. Jenna a rassemblé les tasses des enfants et a dit qu'elle les emmenait au parc pour un moment. Avant de partir, elle m'a regardé et a dit « Merci de m'avoir dit la vérité ». Mon frère est parti en trombe à sa suite, mais mon père s'est mis devant lui et a dit « Laisse-les partir ». Je n'avais jamais entendu mon père lui parler comme ça. Mon frère nous a traités de dramatiques, a dit que tout le monde se liguait contre lui et a attrapé ses clés. Personne ne l'a suivi jusqu'à l'allée. Personne ne l'a supplié de revenir. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis ma mère m'a regardé, les yeux humides, et a dit « Je pense que nous t'en avons trop demandé ». Ce n'était pas de vraies excuses complètes, mais c'était la première phrase honnête qu'elle m'avait donnée depuis des semaines. J'ai dit « Oui ». Ma voix n'a pas tremblé. Je suis resté exactement 58 minutes, j'ai serré Noah et Sophie dans mes bras quand Jenna les a ramenés, et je suis parti avant que quiconque ne puisse transformer la vérité en un autre débat familial. Le barbecue n'a pas tout réparé, mais il a mis fin à la version privée du mensonge. Mon frère pouvait toujours être en colère, mais il ne pouvait plus compter sur le fait que tous les autres n'étaient pas informés. Les conséquences ne sont pas arrivées comme la foudre. Elles sont arrivées comme des factures après de longues vacances, l'une après l'autre, tout avec son nom dessus. Jenna a utilisé la chronologie, les messages, et les notes de la vérification de bien-être pendant la médiation. Je n'étais pas dans la pièce, mais elle m'en a dit assez pour comprendre ce qui avait changé. À partir de ce moment-là, chaque dépôt et chaque récupération devaient être confirmés dans l'application de coparentalité. Si mon frère voulait que quelqu'un d'autre garde Noah et Sophie pendant son temps parental, il avait besoin d'un accord écrit. Fini les dépôts surprises. Fini les affirmations vagues selon lesquelles la famille s'en occupait.
Fini l'utilisation de mon nom comme filet de sécurité sans me le demander au préalable. Il a également dû assister à une séance de coordination parentale dont il s'est plaint comme si on l'avait condamné aux travaux forcés au lieu de lui apprendre à utiliser un calendrier. La partie la plus satisfaisante n'était pas qu'il souffrait. C'était qu'il devait participer. Il devait connaître le calendrier de football. Il devait préparer des collations. Il devait se souvenir du dossier de lecture de Sophie et des crampons de Noah. Il devait trouver quoi faire quand un client voulait le rencontrer en même temps que ses enfants avaient besoin de dîner. En d'autres termes, il devait vivre la vie qu'il avait prétendu vivre. Son travail en a pris un coup, aussi. Il ne l'a pas perdu, et honnêtement, je ne le voulais pas. Noah et Sophie avaient plus besoin d'un père stable que d'un père ruiné. Mais il a perdu une prime trimestrielle après trop de rendez-vous manqués le week-end, et son directeur a déplacé de grandes opportunités de référence vers un autre agent de prêt parce que la fiabilité était devenue une préoccupation. Ce mot a voyagé à travers la famille plus vite que n'importe quelle insulte que j'aurais pu inventer. La fiabilité. La même chose pour laquelle tout le monde m'avait félicité est devenue la chose qui lui manquait soudainement. Mes parents ont changé lentement, pas parfaitement. Les personnes qui passent des années à favoriser un enfant ne se transforment pas après une conversation dans l'arrière-cour. Ma mère disait toujours des choses comme « ton frère fait des efforts », sur un ton qui suggérait que faire des efforts devrait effacer les conséquences. Mais elle a arrêté de me traiter d'égoïste. Mon père a commencé à demander avant de présumer. Un samedi, ma mère a proposé de garder les enfants et m'a appelé dimanche soir avec l'air épuisé. Elle a dit « Je ne sais pas comment tu as fait ça 5 week-ends d'affilée. » J'ai dit « Je sais. » Je ne l'ai pas adouci pour elle. Elle avait besoin de s'en rendre compte. Ma relation avec Noah et Sophie est devenue plus saine presque immédiatement. Je n'ai jamais voulu qu'ils se sentent rejetés parce que leur père se comportait mal. Alors, j'ai fait mes propres plans avec eux à mes conditions. Un samedi par mois, nous faisions quelque chose d'amusant. Le zoo, une soirée de jeu. Une course chez Target où Sophie a eu son cake pop et où Noah a expliqué pourquoi les ptéranodons n'étaient techniquement pas des dinosaures. La différence était que maintenant, il y avait 1 heure de début, 1 heure de fin, et un accord. L'amour semblait plus léger quand il ne m'était pas volé. Quelques semaines après le barbecue, mon frère m'a envoyé un message texte. Nous devons parler. L'ancienne Claire aurait sauté sur l'occasion pour arranger les choses. La nouvelle Claire a terminé son café, est allée se promener, a répondu à 2 courriels de clients, et a répondu 3 heures plus tard. Tu peux envoyer par message texte ce que tu as à dire. Sa réponse est venue après une longue pause. Je suis désolé pour la façon dont j'ai géré les choses. Ce n'était pas dramatique, pas de grande confession, pas de larmes, juste une phrase rigide d'un homme qui détestait avoir tort, mais qui détestait encore plus perdre la sympathie de tout le monde. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai écrit « J'accepte tes excuses, mais je ne suis pas disponible pour une garde d'enfants régulière, et je ne discuterai pas de cela par téléphone si tu commences à m'insulter à nouveau. » Il a répondu « D'accord. » C'était tout. Et étrangement, c'était suffisant. Non pas parce que cela a tout réparé, mais parce que pour la première fois, il a accepté une limite sans la transformer en guerre. Des mois plus tard, ma vie semblait ordinaire de l'extérieur. Le travail, les courses, le yoga, quand j'avais vraiment envie d'y aller. Des dimanches matins tranquilles avec du café qui restait chaud parce que personne ne me demandait de trouver des protège-tibias manquants. Mais à l'intérieur, tout était différent. J'ai appris qu'être fiable ne signifie pas être disponible pour une utilisation illimitée. J'ai appris que la culpabilité familiale peut ressembler à de l'amour quand on l'a entendu toute sa vie. J'ai appris que les enfants ne devraient jamais être utilisés comme moyen de pression émotionnelle et que protéger sa paix peut aussi les protéger de la manipulation des adultes. La plus grande leçon a été celle-ci. Les limites ne détruisent pas les relations saines. Elles révèlent quelle relation dépendait du fait que vous n'en ayez aucune. Aider sa famille est magnifique quand c'est choisi librement, avec respect et gratitude. Mais quand l'aide devient une attente, quand la gentillesse devient un piège, et quand la vie d'une personne est traitée comme un plan de secours pour les mauvaises décisions de tous les autres, dire non n'est pas de la cruauté. C'est de l'éducation. Cela apprend aux gens où se trouve la responsabilité. Cela apprend aux enfants que l'amour ne devrait pas obliger quelqu'un à disparaître à l'intérieur des besoins d'une autre personne. Cela nous apprend que le respect de soi n'est pas l'ennemi de la famille. C'est la fondation d'une famille meilleure.
J'aime toujours les enfants de mon frère. Je suis toujours là pour eux de manière sûre, claire et honnête. Mais je ne confonds plus le fait d'être une bonne tante avec le fait d'être un parent de remplacement non rémunéré. Et je ne laisse plus personne me dire que mon temps a moins d'importance parce que je vis seul. Si vous avez déjà dû dire non à quelqu'un que vous aimez parce que ses besoins commençaient à effacer votre vie, écoutez ceci clairement. Vous n'êtes pas égoïste de protéger votre maison, votre travail, votre énergie, et votre paix. Une vraie famille ne demande pas à une seule personne de tout porter en silence. Une vraie famille apprend à respecter le mot non avant qu'il ne faille une voiture de police sur le porche, une arrière-cour pleine de témoins, et un mensonge brisé pour finalement le comprendre. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.